En 1912, les journaux britanniques s'enthousiasmaient pour une affirmation audacieuse. Les premiers humains seraient apparus en Grande-Bretagne et non en Afrique. L'impression était celle d'une histoire réécrite de fond en comble, et l'adhésion fut générale. Les foules applaudirent, les savants célébrèrent l'événement, et le petit village de Piltdown, dans le Sussex, devint soudain le centre de ce qui fut présenté comme la plus grande découverte de l'histoire de l'évolution. Tout cela fut rendu possible par Charles Dawson, un archéologue amateur curieux, désireux de se faire un nom dans le monde scientifique. Il affirma avoir découvert des fragments osseux appartenant à une créature intermédiaire entre les singes et les humains. Dawson s'associa à Arthur Smith Woodward, géologue respecté du Musée d'histoire naturelle de Londres, et ensemble ils assemblèrent des morceaux de crâne, des dents et même des outils primitifs. Leur découverte, baptisée l'Homme de Piltdown, fut présentée à la Société géologique et crue pendant des décennies. Les manuels scolaires réorganisèrent même l'évolution humaine autour de ce fossile, appris comme une vérité absolue par des générations entières. Mais un retournement survint. En 1949, de nouvelles techniques permettant de dater précisément les objets révélèrent des incohérences. Les analyses montrèrent que le crâne n'avait qu'environ 50 000 ans, et non plusieurs centaines de milliers. Plus surprenant encore, le crâne et la mâchoire n'appartenaient pas à la même espèce. Un crâne humain avait été combiné avec la mâchoire d'un singe, probablement un orang-outan. Les dents avaient été limées pour paraître plus humaines, et les os teintés afin de correspondre au gravier environnant. Ce fossile artificiel parvint à tromper le monde entier en lui faisant croire à la découverte d'une pièce manquante de l'histoire humaine. Dawson entra ainsi dans l'histoire scientifique, mais sans doute pas comme il l'avait espéré. Et il n'était pas un cas isolé. Certains agissaient par appât du gain, d'autres par soif de renommée. À la fin du XIXe siècle, à Paris, les musées accumulaient les trésors antiques comme s'il s'agissait de cartes Panini. Lorsqu'une somptueuse tiare en or, prétendument attribuée à un roi scythe nommé Saïta-Farnès, apparut sur le marché, le Louvre estima devoir l'acquérir. Elle était spectaculaire, richement ornée, majestueuse, digne d'un souverain. Le musée versa une somme considérable et l'exposa fièrement comme un chef-d'œuvre de l'art ancien. Puis survint la désillusion. Quelques années plus tard, un orfèvre entreprenant d'Odessa, Israël Rouchomovski, lut un article sur la prestigieuse découverte du Louvre et éclata de rire. Il reconnut la tiare qu'il avait façonnée de ses propres mains. Il s'agissait d'une œuvre moderne, réalisée sur commande pour des marchands locaux, lesquels ne lui avaient jamais révélé leur intention de la faire passer pour un trésor ancien. Le Louvre fut humilié. Une fois encore, le monde entier avait cru à un mensonge séduisant. Quant à l'orfèvre qui avait ridiculisé le musée, il gagna une notoriété durable dans le milieu artistique. La tiare détient encore aujourd'hui le record Guinness de la plus grande fraude en orfèvrerie de l'histoire. Une autre supercherie scientifique soigneusement orchestrée nous ramène dans la paisible ville de Cardiff, dans l'État de New York, quelques décennies avant l'affaire du Louvre. En 1869, des ouvriers creusant un puits heurtèrent un objet dur et massif. Ils mirent au jour ce qui semblait être un homme pétrifié de 3 mètres de haut, étendu dans le sol. Les foules affluèrent de régions éloignées pour l'observer. Des prédicateurs y virent la preuve des géants bibliques évoqués dans la Genèse. Les savants débattirent, hésitant entre fossilisation et intervention divine. En quelques jours, le géant de Cardiff devint une véritable attraction. Les visiteurs payaient cher pour le voir, 50 cents l'entrée, une somme importante à l'époque. On découvrit plus tard qu'un certain George Hull avait sculpté ce géant dans du gypse à la suite d'une dispute avec un révérend méthodiste. Hull voulait démontrer à quel point il était facile de duper les foules, en particulier les croyants, contrairement à lui. Il enterra donc le faux géant, et l'expérience réussit au-delà de ses attentes. Même après la révélation de la fraude par des experts, le public continua d'affluer par désir d'y croire. Au fil du temps, le géant changea plusieurs fois de propriétaire. Il est aujourd'hui exposé au musée Fenimore Farm and Country Village, à Cooperstown dans l'État de New York. En parlant de musée, vous avez peut-être déjà aperçu ces crânes de cristal qui scintillent sous la lumière, présentés comme des objets sacrés issus de temples mésoaméricains. Oui, ceux popularisés par un film d'Indiana Jones, associés à des pouvoirs aztèques anciens ou même à une énergie extraterrestre. Pendant longtemps, les musées les exposèrent avec fierté, jusqu'à ce que des chercheurs du British Museum et du Smithsonian entreprennent de les examiner de près. Leurs conclusions mirent alors fin au mythe. Ils établirent que ces crânes avaient été façonnés à l'aide d'outils rotatifs modernes.
et d'abrasifs inconnus des anciens sculpteurs. Autrement dit, ils furent fabriqués au XIXe ou XXe siècle à l'aide de machines contemporaines et réussirent à tromper le monde entier. Il ne s'agissait ni de messages divins, ni de vestiges de civilisation venus de l'espace, mais simplement de presse-papier luxueux qui persuadèrent bien des gens de l'existence de prétendus pouvoirs anciens. Faisons maintenant un bond de plusieurs décennies vers une époque plus proche de la nôtre. Dans les années 1960, l'université de Yale révéla ce qui semblait être une découverte capable de réécrire l'histoire. Une carte du XVe siècle représentant l'Amérique du Nord sous le nom de Vinland. Cela impliquait que les Vikings avaient cartographié le continent bien avant Christophe Colomb. Les titres de presse furent sensationnels. L'idée avait quelque chose de romanesque. Des explorateurs traversant des mers glacées des siècles avant que l'Europe ne sache même que l'Amérique existait. Pourtant, un détail posait problème. Le parchemin était bien médiéval, mais pas l'encre. Des décennies d'analyse montrèrent qu'elle contenait du dioxyde de titane, un pigment mis au point au XXe siècle. En 2021, Yale le confirma officiellement. La carte de Vinland était une contrefaçon moderne, tracée sur un parchemin ancien pour paraître authentique. Elle ne témoignait pas du génie viking, mais plutôt de l'ingéniosité humaine d'un côté et de notre crédulité de l'autre. Et lorsqu'il est sa question de persuasion, l'effort est moindre lorsqu'une source réputée comme National Geographic relaie l'information, n'est-ce pas? En 1999, le magazine présenta ce qu'il pensait être la découverte ultime, un fossile reliant les dinosaures aux oiseaux. Baptisé Archaeoraptor, il devait transformer notre compréhension de l'évolution. Provenant de Chine, il semblait parfait au premier regard. Une queue de dinosaure, des ailes d'oiseau et des os racontant l'histoire de l'apparition du vol. Mais rapidement, des doutes apparurent parmi les paléontologues. Les os ne s'alignaient pas correctement. Des scanners révélèrent alors la vérité. Le fossile avait été assemblé à partir de morceaux appartenant à des espèces différentes. Une queue de dinosaure issue d'un fossile, un corps d'oiseau provenant d'un autre. Quelqu'un avait littéralement composé un spécimen de Frankenstein pour en accroître la valeur. L'embarras fut considérable, en particulier pour National Geographic, qui avait construit tout un récit autour d'infos que le public voulait croire authentiques. Si vous pensez que les canulars scientifiques appartiennent au passé grâce aux technologies du XXIe siècle, voici une surprise. En 2020, le musée de la Bible à Washington fit une confession retentissante. Les 16 fragments de sa prestigieuse collection des manuscrits de la mer morte étaient tous des faux modernes. Des millions avaient été dépensés pour acquérir ce qui était censé être des textes sacrés vieux de 2000 ans, avant de découvrir qu'ils avaient été réalisés sur du parchemin ancien, mais peints avec une encre moderne. La fraude était si sophistiquée que même des experts s'étaient laissés tromper dans un premier temps. Des analyses approfondies finirent toutefois par lever le doute. Ces reliques n'avaient rien de sacré. L'enjeu ne se limitait pas à l'argent, mais touchait à la foi. Des milliers de visiteurs s'étaient tenus devant ces vitrines, éprouvant admiration, respect et sentiment de connexion, avant d'apprendre qu'ils avaient été confrontés à une supercherie. Et pour finir, voici sans doute l'une des impostures dites les plus glaçantes. En 2000, une momie apparut au Pakistan, présentée comme celle d'une princesse perse ancienne de 2600 ans, fille de Xerxès Ier. Elle fut découverte dans un sarcophage doré, enveloppé de vêtements d'or. Son visage, remarquablement conservé, troubla les archéologues qui restèrent médusés. Pourtant, quelque chose semblait clocher. Des scanners, des analyses linguistiques et une datation au carbone révélèrent une vérité effroyable. La momie n'était pas antique. Il s'agissait d'une femme moderne, probablement tuée, puis momifiée afin d'être vendue comme une fausse relique. L'affaire bascula brutalement de la fascination au drame et bouleversa de nombreuses personnes. Ce qui devait être un miracle royal se révéla être un crime infâme et un mensonge de plus. Toutes ces histoires ont un point commun, l'espoir. Les êtres humains veulent croire. Ils cherchent à toucher le passé et à trouver des preuves qui les reliaient à quelque chose de plus vaste. Qu'il s'agisse de savants en quête du chaînon manquant, de musées avides de renommée ou de croyants en quête de preuves de leur foi, tous aspirent à l'émerveillement. L'histoire regorge d'imposteurs et, parfois, ce sont précisément ces supercheries qui donnent naissance aux récits les plus marquants. Vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique.
Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère, à l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnée à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée, et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxon, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale.
De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape? Pourquoi pas un chien? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. L'archéologie est indéniablement passionnante. Mais que feriez-vous si vous découvriez un trésor ancien? Avant de répondre, il conviendrait de vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays concernant ce type de découverte.